Donc, je vais faire ma présentation en français et en anglais, afin que tout le monde puisse comprendre. So, I'm going to introduce Julien Baldassini, first in French, then in English, so as to be understood by all. So, in French first. Donc, Julien, alors, avant de commencer, d'abord, je manque à tous mes devoirs, je voudrais bien sûr remercier David Pritchard, Ian Worthington et la MSH, la Maison des Sciences de l'Homme, pour l'organisation de cette conférence. Donc, Julien est donc entré simultanément en 2016 à l'ENS, l'école normale supérieure, et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en master d'histoire et d'anthropologie des mondes anciens. 2016 donc. La première année de son Master 1 traitait de la figure du chef de guerre et de la communication chez Xénophon. Et la deuxième année traitait de la recherche sur la communication et le général en situation de siège chez Émile Tacticien. C'est tout bon. Julien a obtenu son Master 2 et donc son diplôme en 2019 sous la direction de Vincent Azoulay et de Violaine Sébiote-Cuchet. En 2020, Julien a obtenu le CAPES d'histoire-géographie, ce qui lui a permis de pouvoir enseigner au collège, au lycée. Et en 2021, est l'année qui marque la fin de la scolarité de Julien à l'ENS, avec l'obtention d'un contrat doctoral à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, sous la direction de Vincent Azoulay et d'Isabelle Piunguet-Pédaros, ici présente. Contrat doctoral et donc thèse portant sur, je cite le titre exact de la thèse, « Les cités grecques à l'épreuve de la guerre de siège, études d'histoire politique, militaire et sociale, de la guerre du Péloponnèse au siège de Rhodes par Démétrios Poliorcète ». C'est tout bon, c'est parfait. Et donc, juste après ma présentation, la même, mais en anglais, Julien nous partagera ses réflexions sur les fortifications athéniennes de 404 à 322 avant Jésus-Christ. So, in English now. Sorry? No, it's okay. Okay. So, before I begin, I would like to thank David Pritchard, Ian Worthington, and the MSH, Maison des Droits de l'Homme, for organizing this conference. So, what about Julien? Julien entered simultaneously at the ENS, École Normale Supérieure, and at the University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne in a master's program in history and anthropology of ancient worlds in 2016. His first years of the master's program dealt with the figure of the world and communication in Xenophon. His second years focused on the research into communication and the general in siege warfare in Aeneas the Tactician. In 2019, Julien obtains his master's degree under Vincent Azoulay and Violaine Sébiote-Cuchet's supervision. In 2021, Julien obtains a PhD contract at the EHESS, donc École des hautes études en sciences sociales, focusing on great cities under siege warfare, a study of the political, military and social history from Peloponnesian War to Démétrios Poliorcétes' siege of Rhodes, under Vincent Azoulay and Isabelle Piunguet-Pédaros' supervision. Julien Baldassini is now sharing with us his thoughts on Athenian fortification from 404 to 422 before Christ. Thank you. Thank you for all. Thank you a lot, Pierre-Emmanuel, for this glorious presentation in both languages. Pericles will be very jealous and proud of such an orator. And first of all, I will thank Ian Worthington and David Pritchard for inviting me to participate here. I will also thank the IEA and the MSH, and special thanks to Dimitri, because I give him a lot of pain with many presentations. And to end, I will make a great and warming thanks to Isabelle Piunguet-Pédaros and Vincent Azoulay, because their commentary and their lecture has made the quality of the presentation. So thanks to them.
Now I will also apologize to Jens Worthington, because despite my pleasure to speak true language here, I'm afraid my knowledge of the Shakespearean language is not good at all to make this conference, so I will say what a famous Frenchman said in 2007, we are in France, we speak French. So I will try not to bother you so much before the lunch. And now, for the sake of the internationality of the seminar, I will switch to French. For this regard sur la polyurcétique athénienne, de 404 à 322 avant Jésus-Christ, du son des Aulettes à la mort d'une cité. Et commencer par du Plutarque, qui nous dit « Lorsque les Athéniens lièrent amitié avec Alexandros, le tyran de fer, qui était l'ennemi des Thébains, ils conclurent une alliance avec lui, parce qu'il leur avait promis de faire en sorte qu'ils puissent acheter leur viande une demi-obole la mine. Et nous, dit Épaminondas, nous ferons en sorte que les Athéniens aient du bois gratis pour la faire cuire, car nous raserons leur pays s'ils ne se tiennent pas tranquilles. » C'est beau comme l'antique, c'est du Plutarque. Mais au-delà du caractère très plaisant de l'anecdote, il faut surtout voir ici un complet renversement du paradigme défensif athénien qui se joue par rapport à ce qui s'était fait lors de la guerre du Péloponnèse. En effet, au milieu du IVe siècle, il est désormais inconcevable pour les Athéniens de faire, comme Périclès le disait en 430 avant Jésus-Christ, de voir la Chora comme, je cite Thucydide, un simple jardin d'agrément et un luxe de riches dont on se désintéressera. Là encore, beau comme l'antique. Puisque, après la défaite dans la guerre du Péloponnèse, la défense athénienne est repensée, la défense du territoire est repensée, mais non plus seulement focalisée à l'interface des murailles, mais dans toute l'étendue du territoire. Et c'est au cœur des préoccupations des Athéniens pendant tout le siècle qui va nous occuper. C'est une évolution stratégique qui n'est certes pas propre à Athènes et qui s'inscrit dans un cadre très général de considérations tactiques et stratégiques qui évolue tout au long du siècle dans la Grèce des cités-États. Mais Athènes demande tout de même un traitement particulier à cause justement de ce renversement complet de la doctrine polyurcétique qui eut lieu juste après, à partir de la fin de la guerre du Péloponnèse, et ce jusqu'à la guerre lamiaque et même après. Puisque l'on passe d'une focalisation, comme je l'ai déjà dit, exclusive sur l'Astu, donc le centre urbain, à une prise en compte de l'ensemble du territoire jusqu'à ses périphéries, ses confins et même au-delà. Il y a donc une volonté clairement affichée des Athéniens tout au long du IVe siècle de retrouver une profondeur stratégique dans leur défense qui leur a manqué lors de la guerre du Péloponnèse. C'est une doctrine qui évolue en fonction, certes, des conjectures politiques, donc qui se rétractent ou qui se dilatent en fonction des aléas politiques et des résultats des affrontements, mais qui néanmoins reste en vigueur tout au long du IVe siècle. Ce que l'on peut donc déjà dire, c'est que ces évolutions défensives ne sont pas qu'une préoccupation militaire, puisqu'elles traduisent aussi des changements d'orientation politique et de mentalité au sein de la société athénienne, qui agitent le démos. Et que tous ces changements matériels qui sont liés aux évolutions stratégiques de la défense sont à relier à des évolutions militaires, mais aussi politiques, économiques et sociales, qui donnent à voir comment le siège, la guerre de siège et même plus largement la polyurcétique ont amené la société à se transformer, à se renouveler. Avant toute chose, j'aimerais donc revenir un tout petit peu, histoire que nous nous comprenions bien, sur la définition, sur une définition qui m'est assez chère, celle de la polyurcétique, pour comprendre finalement la défense athénienne, puisqu'il y a, je pense, avant tout besoin de comprendre ce que les Grecs eux-mêmes se faisaient comme idée de la défense, puisque l'historiographie, malheureusement, de la guerre de siège, s'est souvent limitée à considérer la polyurcétique, à considérer dans la polyurcétique comme les seules opérations qui se déroulent à l'interface des murailles. Donc, si je puis dire, une vision en deux dimensions. Mais ces opérations ne recoupent finalement qu'une infime partie de ce que les Grecs incluaient, ce qu'ils subsumaient sous le principe de polyurcétique. Et réduire la polyurcétique aux simples opérations à l'interface des murailles revient finalement à manquer tout un ensemble de facteurs, à la fois politiques, mais aussi militaires et socio-économiques,
pour comprendre l'évolution d'Athènes qui s'est jouée au cours du IVe siècle. Une définition simple et qui me semble mieux convenir serait donc de voir la polyurcétique, de considérer comme polyurcétique toutes les opérations de défense qui sont mises en place pour défendre une cité ou son territoire, mais dans toute son étendue. Donc redonner finalement une tridimensionnalité à cette défense. Et c'est une définition qui correspond mieux à ce qu'envisageaient d'ailleurs les Grecs eux-mêmes, notamment si on se réfère à tout ce que nous dit Énée le tacticien dans son ouvrage célèbre « La polyurcétique ». Il convient donc de prendre en compte diverses manœuvres militaires et aussi, pour comprendre ces évolutions, un ensemble de mesures sociales, politiques et économiques qui ont en vue la sauvegarde de la cité comme une entité politique indépendante. J'en viens donc maintenant au cœur du sujet, en commençant par ce moment qui se joue au son des aulettes, nous dit Xénophon, et qui correspond au siège d'Athènes en 404 et à la constitution d'une nouvelle doctrine défensive. Puisque dès la fin du 5e siècle, dès le début du 4e siècle avant Jésus-Christ et dès la fin du 5e siècle, on assiste à une extension spatiale de la polyurcétique athénienne. Puisque, à partir de ce moment-là, des lendemains de la défaite dans la guerre du Péloponnèse, la stratégie défensive de la cité va être repensée et reposée sur un ensemble d'anneaux défensifs, de glacis protecteurs, de zones territoriales qui partent du centre de la cité jusqu'à ses frontières et même au-delà. L'objectif affiché des Athéniens après la guerre du Péloponnèse consiste donc à repousser la guerre, toutes ses opérations et aussi ses détriments, notamment les ravages, en dehors des frontières de l'Attique, pour sanctuariser la région qui se rattache à leur cité. La fin de la guerre du Péloponnèse est cependant un moment problématique pour les Athéniens, puisque suite à la paix avec les Spartiates, on assiste à la destruction des longs murs et des fortifications du Pirée destruction qui se fait, selon Xénophon, au son des aulettes. L'objectif pour Athènes est donc avant tout, à l'aube du IVe siècle, de réunifier son territoire, qui est menacé par un siège larvé que met en place le régime tyrannique des Trente. Puisque si les Spartiates lèvent le blocus qu'ils imposaient à la cité à la suite du traité de paix, les Trente, le régime des Trente, va rapidement réimposer une forme de contrôle polyurcétique sur la cité, puisque les tyrans vont rapidement obtenir, après avoir délégué une ambassade aux Lacédémoniens, une garnison qu'ils vont installer sur l'acropole et vont procéder à un désarmement de leurs concitoyens. Ce qui se passe donc, c'est une situation où les magistrats de la cité restent des Athéniens, mais ne se maintiennent que par l'appui d'une puissance d'occupation étrangère. Athènes peut donc être à bon droit considérée comme assiégée, puisque dès lors, les bannis et les déchus que crée le régime des Trente, donc des déchus de la citoyenneté, vont être dès lors par le régime assimilés à des ennemis. Donc on va se retrouver dans cette situation polyurcétique, cette situation obsidionale, avec le régime des Trente qui tente de se maintenir dans cette cité qui est considérée comme assiégée par ses forces extérieures. Je vous ai mis une petite carte avec la garnison lacédémonienne ici au cœur d'Athènes et la destruction de ces longs murs et de ces fortifications du Pirée. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que Athènes, juste après la défaite, a perdu son empire, ses cléroukies, et son accès sécurisé à la mer, avec la destruction des longs murs et des fortifications du Pirée. On assiste donc à une rétractation de la stratégie défensive athénienne, qui va dès lors se focaliser sur l'Attique. La cité est cependant vulnérable, puisque, comme je viens de le décrire, la ville est occupée, et beaucoup de sources, notamment littéraires, nous relatent la destruction des forts de la frontière par les Trente, ce qui laisse le territoire d'Athènes vulnérable à une attaque extérieure. Par la suite, on assiste au retour des démocrates affilés puis au Pirée, qui est rendu possible par une succession d'opérations de siège qui va jusqu'à un siège en bonne et due forme, contre la ville elle-même, avec des machines, puis à terme le rétablissement du régime démocratique avec une intervention spartiate. Pour ceux qui visualisent pas, Philée est donc cette forteresse au nord, à la frontière nord de l'Attique, à la frontière avec la Béotie.
À la suite donc de ces quelques mois turbulents, Athènes recouvre son indépendance politique, mais la question de la défense demeure au cœur des préoccupations de la vie politique athénienne, puisque se reconstitue à Éleusis, donc ici sur la côte nord-ouest de l'Attique, à mi-chemin avec Mégare, un régime oligarchique indépendant et qui risque de provoquer un retour armé des aristocrates, et qui donc finalement ne résout pas tout à fait la question de la mise sous siège, du danger poliorcétique qui pèse sur la cité. La politique, le but des Athéniens va donc être avant tout de réunifier l'Attique comme un territoire uni et de résorber cette menace éleusinienne. Ils vont procéder pour cela en 2 temps, d'abord de façon interne, avec l'action d'Archinos, qui va notamment attaquer le décret de Thrasybule et condamner un citoyen récalcitrant en mesure d'amnistie pour donner des gages aux oligarques et aux partisans de l'oligarchie et favoriser la concorde interne, pour éviter une nouvelle stasis, un nouveau déchirement intérieur de la cité. Et ensuite mener une expédition et un siège contre les oligarques d'Éleusis qui, visiblement, nous disent les sources, lève une armée de mercenaires et va permettre à terme, à la suite d'un nouveau siège d'Éleusis, le retour de cette ère urbaine dans le giron athénien. On assiste donc, à l'aube du IVe siècle avant Jésus-Christ, à une crise politique majeure avec cette tyrannie des 30 qui va recentrer les Athéniens sur l'Attique et les amener à renouveler profondément leur doctrine défensive. On assiste donc à une stratégie de défense nouvelle qui est pensée à partir d'une succession de sièges. Et cela est important parce que ça va marquer, cet imaginaire du siège va marquer toute la défense athénienne pour au moins 80 ans, voire un siècle. La fin de la tyrannie des 30 et la menace d'Éleusis permettent donc finalement la réunification du territorial de l'Attique en 401-404 avant Jésus-Christ. Mais ce n'est pas pour autant que les Athéniens vont arrêter de placer au cœur de leurs préoccupations la question de la défense et de la stratégie défensive de l'Attique. Ils vont pour cela repenser une nouvelle doctrine poliorcétique qui est d'autant plus importante qu'à ce moment-là, l'Attique est leur seule source d'approvisionnement et que la destruction de la plupart des ouvrages défensifs frontaliers laisse la cité vulnérable à une attaque. Alors, comment cela va-t-il impacter finalement la politique et la vie socio-économique athénienne? C'est ce que j'aimerais démontrer dans cette 3e partie, qui va finalement d'une défaite à l'autre, si je puis dire, et dans laquelle je vais essayer de récapituler la politique poliorcétique athénienne au IVe siècle. Donc, comme nous venons de le voir, se constitue une nouvelle stratégie défensive et poliorcétique à l'aube du IVe siècle avant Jésus-Christ, et qui repose sur un fait simple, la recherche impérative de l'extériorisation de la guerre pour éviter les ravages du territoire qui ont eu lieu, comme ceux qui ont eu lieu lors de la guerre du Péloponnèse. Les Athéniens, si l'on schématise, se donnent une ligne rouge à ne pas franchir, celle de la zone frontalière, qui doit constituer une forme de ligne de démarcation, de ligne de sanctuarisation, qu'il ne faut pas franchir. Et les choix athéniens vont donc être profondément impactés par cette nouvelle stratégie, qui va reposer sur un certain nombre d'anneaux défensifs successifs, comme des couches d'oignons, si l'on veut, pour préserver le territoire de ces ravages. On projette donc dès lors la guerre hors du territoire, ce qui influe considérablement sur les choix tactiques, mais aussi, j'aimerais insister dessus, les choix diplomatiques d'Athènes lors des conflits et lors des alliances. Ce qu'il est remarquable déjà de noter, et j'y reviendrai, c'est que jusqu'à la guerre lamiaque, les Athéniens suivent cette doctrine, et Athènes va, pour ce faire, s'appuyer sur un réseau d'alliances ou de bases extérieures pour que toutes les opérations de défense, toutes les opérations poliorcétiques, soient situées en dehors de l'Attique, ou en tout cas le plus possible. Et qu'en cas d'échec de cette extériorisation, ce qu'on remarque, c'est la recherche immédiate par les Athéniens, quand bien même ils auraient les capacités de continuer une guerre qui serait plus attritive, en tout cas, ils font le choix d'une recherche immédiate d'une solution diplomatique avant que l'Attique ne soit atteinte ou trop profondément atteinte. J'en viens donc à une forme de récapitulation un petit peu rapide des différentes guerres mais qui ont eu lieu au cours du IVe siècle, mais qui illustrent bien finalement cette nouvelle doctrine. Si l'on commence
avec la guerre de Corinthe en 395, qui va de 395 à 387 avant Jésus-Christ, ce qu'on constate, c'est que la victoire navale de Conon à Cnide dès 394 va permettre finalement de libérer Athènes au niveau de ses relations extérieures, puisque avec la défaite de la flotte lacédémonienne à Cnide, ce qui se joue surtout pour Athènes, c'est que les Athéniens, en tout cas Conon avec l'aide des Perses, écartent la possibilité d'une action amphibie de la flotte athénienne, flotte péloponnésienne, sur l'Attique. À cela se couple un jeu d'alliance, celle d'une double alliance, à la fois avec Corinthe et Thèbes, qui sont deux cités dont les territoires sont limitrophes de l'Attique, ce qui permet la formation de deux zones tampons pour bloquer l'accès du territoire par la terre à une armée terrestre, puisque, comme on le voit ici, on a l'Attique qui à cet endroit, et la Béotie et la Corinthie viennent fermer les accès terrestres à l'Attique, et donc sécuriser, d'une certaine manière, former deux glacis protecteurs autour de l'Attique. Cette double conjecture, celle d'une action amphibie de la part des Péloponnésiens qui est écartée par la perte de leur puissance navale, et ce jeu de double alliance avec Corinthe et Thèbes, principalement, permettent à Athènes de revenir sur le devant de la scène géopolitique, ce qui se fait, comme je l'ai montré, conjointement avec une mise en sécurité militaire de l'Attique par une projection des manœuvres de défense hors des frontières, puisque se joue à plein, ici, cette pensée stratégique par anneau défensif, avec la frontière comme limite à ne pas franchir. Ce qui explique d'ailleurs, dans les suites de la guerre, la rétractation d'Athènes. Je passe donc sur les détails de la guerre, mais au fur et à mesure de la guerre, les Péloponnésiens, qui vont être soutenus par les Perses, je ne reviens pas dessus, vont réussir à reconstituer une flotte, pas aussi puissante qu'avant, mais en tout cas une force navale suffisante pour venir menacer l'Attique de façon amphibie par des opérations de débarquement, et vont même encourager la piraterie dans le secteur des alentours de Salamine et d'Égine. À cela s'ajoute un deuxième danger pour Athènes, puisque Corinthe, comme nous le dit bien Xénophon dans un passage des Helléniques, voyant que tous ses alliés vivent en paix chez eux et qu'elle supporte sur son territoire tous les ravages de la guerre et toutes les opérations, va chercher à se rétracter du conflit, à sortir de l'alliance, et va signer une paix séparée avec l'Attique, ce qui va laisser finalement la voie terrestre libre à une attaque terrestre de l'Attique. Il y a donc le retour d'une menace directe sur le territoire qui explique finalement la recherche d'une solution diplomatique immédiate de la part des Athéniens, qui vont chercher avant tout à conserver leurs gains, puisque finalement ils vont réussir à tirer leur épingle du jeu, à sortir gagnants de cet affrontement en signant rapidement la paix d'Antalcidas, qui certes laisse l'hégémonie terrestre à Sparte, mais une hégémonie dont le prestige est bien écorné. Et eux-mêmes, les Athéniens, vont garder à la fois la possibilité de maintenir leur flotte et les fortifications qu'ils ont reconstruites. Si l'on passe aux années 380-370 avant Jésus-Christ, on remarque le même leitmotiv qui guide la politique défensive athénienne et même la politique diplomatique athénienne, puisque les Athéniens vont, suite aux troubles que les Péloponnésiens provoquent dans la cité de Thèbes, je passe dessus, recueillir les bannis thébains et les soutenir pour la reprise de la Cadmée. Ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas, comme certains auteurs tardifs nous le disent, une motivation purement altruiste, mais qu'ils ont motivé avant tout par la volonté de sécuriser la frontière nord de l'Attique, puisque, je le rappelle, la Thébaïde et la Béotie se trouvent directement au nord, limitrophe de la frontière athénienne. Et donc, détacher une partie de la Béotie, la Thébaïde, de l'influence lacédémonienne, permet de sécuriser cette zone du territoire. Ils vont ensuite s'engager dans une alliance avec les Thébains, mais ce qu'il est intéressant de voir, c'est que cet engagement ne se fait qu'après une menace directe sur le territoire athénien. Cet engagement plein et entier ne se fait qu'après la tentative de Sphodrias, menée directement contre Athènes pour essayer de s'emparer du Pirée. Mais là encore, l'engagement athénien est principalement maritime, et c'est Thèbes qui, une nouvelle fois, donc non pas
l'Attique, mais la Thébaïde, qui va supporter la majorité des opérations des opérations terrestres et des ravages qui l'accompagnent. L'intervention militaire d'Athènes est donc significative d'une pensée stratégique qui est obnubilée par la préservation de son territoire propre et le renforcement de sa propre défense interne, qui va reposer donc sur ce double jeu de sanctuarisation de la frontière et d'extériorisation des opérations. On constate la même chose lors de l'hégémonie thébaine de 371 à 362, puisque même si un retournement d'alliance a lieu, suite à la défaite de Leuctre, Athènes a essayé de se poser en garante de la paix commune en 371 avant Jésus-Christ et est forcée d'intervenir car elle est isolée diplomatiquement en ayant refusé de répondre à l'appel à l'aide des Éléens contre Sparte. Elle va devoir s'engager auprès de Sparte. Mais là encore, elle va s'engager de façon à sécuriser son territoire avec des engagements notamment très limités dans les premières années du conflit, en 371-370 avant Jésus-Christ, puisque les Thébains vont descendre dans le Péloponnèse, ravager la Laconie, et c'est à ce moment-là que les Athéniens vont intervenir, mais vont intervenir sur un mode mineur, celui de simplement se mettre en garnison à Corinthe pour menacer l'expédition d'Épaminondas dans le Péloponnèse, et finalement le forcer à retourner en Béotie. Mais note bien nos sources, sans jamais couper véritablement sa retraite pour ne pas provoquer une rétorsion puissante de la part des Thébains directement sur l'Attique. Donc finalement, il laisse une forme d'échappatoire aux Thébains pour éviter une rétorsion. Et cela se confirme d'ailleurs dans la suite du conflit, puisque celui-ci épargne largement l'Attique. L'efficacité de la stratégie de sanctuarisation de l'Attique fonctionne donc à plein, et elle est assurée à la fois par la politique maritime globale qui est menée au niveau de l'Égée, c'est le rôle de la seconde confédération athénienne, et par le déplacement des opérations militaires de défense, non pas à la frontière, mais chez les alliés, puisque là encore, la majorité des opérations qui ont lieu, militaires qui ont lieu lors de l'hégémonie thébaine, se font dans le Péloponnèse. Le danger survient en 365, finalement, avant Jésus-Christ, puisque Corinthe, qui était dans le camp lacédémono-athénien, va chercher, encore une fois, à se désengager en 365 avant Jésus-Christ de l'Alliance, puisque là aussi, elle supportait beaucoup des opérations militaires qui étaient menées dans le Péloponnèse entre les deux alliances. Ceci est un grand problème pour Athènes, puisque cela l'isole territorialement, enfin au niveau terrestre, de ses alliés, alors que ses ennemis béotiens sont directement à sa frontière nord, sont littéralement à ses portes. Cette menace est cependant rapidement résorbée en 362 avant Jésus-Christ, à Mantinée, puisque si Mantinée constitue une défaite athénienne, c'est avant tout l'échec de l'hégémonie thébaine, qui perd ses principaux béotarques, et surtout, cela marque l'affaiblissement définitif de Sparte sur le plan géopolitique. Ceci vient donc finalement valider la doctrine défensive athénienne de sécurisation de l'Attique qui a été tenue depuis le début du IVe siècle, puisque est formée une nouvelle paix commune. Le territoire d'Athènes est resté majoritairement, si l'on excepte quelques accrochages et escarmouches sans envergure, inviolé lors de ces différentes guerres. La seconde confédération athénienne est reconnue, ce qui permet de sécuriser les frontières, le littoral de l'Attique, avec la puissance de la flotte. Et surtout, Athènes se retrouve libérée de ses engagements militaires et de ses alliances contraignantes, puisque Sparte refuse de reconnaître l'indépendance de la Messénie, et donc de signer la paix commune, ce qui permet à Athènes de se désengager de ses obligations d'assistance. Se pose de nouveau la question de la défense du territoire et de son extériorisation lors de la guerre des Alliés, avec une erreur sur mon diapositive, je suis désolé, entre 357 et 355 avant Jésus-Christ, puisque cette seconde confédération était pensée jusque-là et avait fonctionné à plein comme un anneau défensif extra-frontalier, qui permettait aux Athéniens à la fois de mener leurs opérations de défense sur mer, donc à l'extérieur de l'Attique, et aussi de défendre leurs intérêts par-delà les mers, notamment en Chalcidique
ou près des frontières perses ou au niveau du détroit. Mais du fait d'une forme d'impérialisme qui passe finalement l'impératif défensif de la Confédération, cela fait craindre aux Alliés une nouvelle tentative de domination financière, notamment d'un point de domination athénienne, notamment du point de vue des prélèvements financiers qui sont de plus en plus lourds sur les Alliés. Et c'est pourquoi, en 358-357 avant Jésus-Christ, éclate cette fameuse guerre des Alliés, où les principaux alliés d'Athènes, notamment, je citerai les plus importants, Chios, Rhodes et Byzance, vont se révolter en tirant parti de la situation militaire difficile d'Athènes, qui est embourbée dans un conflit en Eubée et en Chalcidique contre Philippe II. La guerre dure finalement jusqu'en 355 avant Jésus-Christ, et donc je passe sur les détails, mais ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est qu'une nouvelle fois, Athènes n'est jamais militairement vaincue. Elle subit certains revers, mais elle ne subit pas de catastrophe majeure. Elle pourrait continuer avec une flotte toujours assez puissante, à mener la guerre et à forcer ses alliés à rentrer dans le rang. Mais elle fait le choix d'abandonner la confédération, la seconde confédération athénienne et le réseau de défense extra-attique qu'elle procure à la cité à cause de l'implication de la Perse contre Athènes, puisque l'entrée de cet acteur majeur dans le conflit fait craindre la possibilité réaliste, cette fois, d'un débarquement sur les côtes athéniennes, sur le littoral athénien, et la menée d'opérations directement sur le sol athénien, ce qui provoquerait des ravages, des destructions et des pillages. Il y a donc un choix stratégique net des Athéniens qui prime, donc choix stratégique d'extériorisation de la guerre hors du territoire, à tout prix, qui prime sur tous les autres agendas politiques, puisque, comme je l'ai dit, Athènes aurait été en mesure, vu sa puissance militaire, de continuer à mener la guerre, mais risquait, en contrepartie, de subir des ravages. J'en viens, pour terminer sur ce bref excursus, aux oppositions avec la Macédoine de Philippe, qui court des années 350, globalement, aux années 330. Puisque Athènes fait le choix, pour la sauvegarde de ses intérêts, de s'opposer à l'influence grandissante de la Macédoine de Philippe, notamment en Thrace et en Chalcidique. Athènes prend ainsi à plusieurs reprises le parti des adversaires de Philippe, que ce soit au niveau d'Amphipolis ou lors de la guerre sacrée. Mais il y a toujours le respect de cette ligne rouge défensive qui consiste à chercher un compromis diplomatique systématique dès lors que se profile une menace sérieuse et réelle aux portes de l'Attique. C'est ce que l'on voit très nettement lors de la fin de la Troisième Guerre sacrée, en 346 avant Jésus-Christ, où la trahison du stratège Pholaikos, donc stratège des Phocidiens, permet à Philippe de passer les Thermopyles et d'arriver aux portes de l'Attique. Or, à ce moment-là, Philippe est allié à la Béotie, et donc le passage des Thermopyles lui donne accès à cette plaine de Béotie qui le met directement en contact, en mesure de menacer la frontière de l'Attique. Les Athéniens essayent de tergiverser un peu, mais font le choix rapidement d'abandonner leurs alliés phocidiens et de signer une paix séparée avec Philippe pour la sauvegarde de l'Attique. Là encore, choix d'abandonner l'agenda politique guerrier en faveur d'un agenda politique fortement défensif. C'est la même chose qui se déroule lors de la défaite de Chéronée en 338 avant Jésus-Christ, donc au nord-ouest de la Béotie, où Athènes, dès lors que la défaite est actée, accepte immédiatement les conditions de Philippe, trop heureuse finalement d'éviter le sort qui est dévolu à la Béotie, qui se retrouve militairement occupée avec une garnison placée sur la Cadmée, et préfère faire le jeu de Philippe d'une certaine manière en acceptant une alliance en bonne et due forme, ce qui permet à Philippe de diviser les cités-États. Et on constate d'ailleurs, sur le mode mineur bien sûr, la même chose en 335 avant Jésus-Christ, avec une négociation immédiate de la part des Athéniens, dès lors qu'ils constatent qu'Alexandre est à leur porte et vient de raser, à la suite d'un siège éclair et dévastateur, la cité de Thèbes. Alors, pour récapituler un peu cette grande partie qui, j'espère, n'a pas été trop ennuyeuse,
ce qu'on constate, c'est que de la fin de la tyrannie des 30 en 401-400 avant Jésus-Christ jusqu'à au moins la bataille de Chéronée en 338 avant Jésus-Christ, il y a la construction progressive par Athènes d'une nouvelle stratégie polyurcétique, une nouvelle stratégie de défense, qui repose sur un principe simple, celui de la conservation de l'Attique. Et dès lors que ce principe ne peut plus être avec certitude garantie, on a la recherche systématique d'un compromis diplomatique en cas de menace sur le territoire ou d'un risque d'opération d'envergure sur celui-ci. C'est une stratégie qui, comme je l'ai dit, définit des anneaux défensifs qui vont du cœur de la cité jusqu'aux frontières et même au-delà de celles-ci, et qui, finalement, façonne tout un pan de la vie politique et militaire de la cité au cours du IVe siècle, puisqu'on voit que des choix très forts, comme celui d'une hégémonie possible sur les cités grecques, ou en tout cas sur la mer Égée, sont abandonnés au profit de cet agenda défensif. J'en viens maintenant, dans le temps qui me reste, à cette dernière grosse quinzaine d'années qui va de 338 de Chéronée à la guerre lamiaque, et que j'ai décidé d'intituler, en hommage à Lycurgue, la mort d'une cité, la fin d'un paradigme défensif. Fin que je remettrai peut-être en question d'ailleurs. Puisque, après la défaite de Chéronée, ce qui frappe les Athéniens, c'est le constat de la faiblesse des infrastructures défensives mises en place. Puisque, certes, au cours du siècle, des efforts ont été menés pour remettre à jour, pour réhabiliter les différents ouvrages de défense et les fortifications de la ville, notamment les fortifications du Pirée et des longs murs en 394 par Conon, mais qui sont, nous disent les sources, encore incomplets en 370 avant Jésus-Christ. De la même manière, on constate que si différentes sources nous disent que les forts de la frontière sont reconstruits et sont plus ou moins entretenus, on constate certaines critiques, ou en tout cas certaines mises en garde face à la faiblesse de ce système et à la porosité de ce système. C'est notamment ce que nous dit Xénophon dans ses Poroi, qu'il écrit juste après la défaite dans la guerre des Alliés, dans les années 350, et qui constitue un peu son champ du signe politique, où il souligne la nécessité de renforcer le système de fortification existant pour rendre toute attaque de l'Attique à la fois coûteuse et inefficace pour un assaillant, en se concentrant notamment sur le sud de l'Attique, qui n'est plus donc défendu par la marine, puisque l'anneau défensif que constituait la Seconde Confédération, et il propose notamment d'adjoindre un troisième fort dans le sud de l'Attique, puisque au fort déjà existant d'Anaphistos et de Torikos, il conseille d'adjoindre, de constituer une nouvelle fortification à Bessa, afin de fermer finalement cette frontière sud et maritime de l'Attique qui pourrait se retrouver en danger en cas de débarquement ou de pénétration profonde dans le territoire d'une armée. Mais cette mise en application réelle d'une stratégie défensive efficace de rénovation des infrastructures défensives est seulement constatée après Chéronée. C'est d'ailleurs ce que nous souligne bien Lycurgue dans le Contre Léocrate, où il met en avant les travaux d'urgence qui sont menés juste après la défaite et qui vont finalement, après des débats à l'Assemblée, mener à un effort financier considérable, on en revient d'ailleurs à la question de la finance, dont on parlait juste avant, pour la réfection de ces différents ouvrages défensifs dans les années qui suivent. J'aimerais pointer, entre autres choses, deux réformes de défense extrêmement importantes. Tout d'abord, l'éphébie, qui, alors je ne reviendrai pas sur le débat de savoir si elle est créée ou si elle est réformée, ici ça n'intéresse pas mon propos, mais en tout cas, ce que l'on constate, c'est que dès les années 335, dans les années 330 en tout cas, cette éphébie se réforme et devient beaucoup plus régulière que ce qui existait avant. Puisque c'est une formation militaire qui devient obligatoire, qui est prise en charge par la cité, ce qui coûte 40 talents par an à la cité, c'est un coût considérable, mais c'est un choix qui est fait par la cité, et qui met énormément l'accent sur la défense, puisque à côté de l'apprentissage du maniement des armes des hoplites, on apprend surtout aux éphèbes à manier les armes de siège. La première année, dans les forts du Pirée, à Mouniki et l'autre fort du Pirée, dont j'ai oublié le nom,
et que la deuxième année, les éphèbes sont postés comme garnisaires à la frontière. Et si on regarde d'ailleurs un peu plus précisément sur le serment des éphèbes, on voit que ce qui est vraiment mis en valeur, et qui reflète d'ailleurs cet agenda défensif athénien, c'est l'insistance qui est mise, l'accent qui est mis sur le territoire, qui doit être rendu intact et non diminué à la descendance. On a aussi également une réforme stratégique d'ampleur qui se lie notamment grâce à la constitution des Athéniens de l'école aristotélicienne, qui nous parle d'une spécialisation du rôle des stratèges avec une prise en compte des compétences des différents stratèges et la création d'une stratégie spécifique, celui d'un stratège de la Chora, qui est formellement chargé de prendre en charge toutes les opérations qui auraient lieu sur le territoire. Et on ajoute à ce stratège, ou en tout cas on ajoute deux autres spécialisations parmi les stratèges, celle de deux stratèges pour le Pirée, qui sont chacun en charge des arsenaux et des forts, et d'un des deux forts du Pirée. Donc on a une focalisation extrême sur la défense, et c'est-à-dire les ouvrages défensifs, sur la réalité de la défense, les moyens de la défense, juste après Chéronée. En une quinzaine d'années, c'est donc un bouleversement entier de l'organisation, non seulement politique et militaire, mais aussi socio-économique d'Athènes, à laquelle on assiste avec cette focalisation, cette nouvelle stratégie défensive qui vient vraiment primer sur tout le reste et impacter toute la cité, toute la vie de la cité. J'en viens donc maintenant à la fin de l'histoire, si l'on veut, entre guillemets bien sûr, avec ce rescrit de Suse promulgué par Alexandre en 324 avant Jésus-Christ, qui va poser problème à Athènes en remettant en cause finalement toute sa stratégie défensive, puisqu'elle oblige le rappel des bannis dans toutes les cités. Alors, Athènes ne forme pas de bannis, elle évite absolument toute forme de bannissement depuis les 30, pour éviter justement la stasis que cela provoque, mais elle crée des bannis dans d'autres cités. C'est ce qui va menacer son équilibre interne, puisque en s'appropriant des cléroukies à Samos, Lesbos et Imbros, elle a créé des bannis dans ces cités qui, si le rescrit de Suse est appliqué, va provoquer le retour à Athènes de milliers de clérouques appauvris, ce qui va remettre en cause tout l'ouvrage défensif athénien, toute la stratégie défensive athénienne, sans parler de la remise en cause de l'équilibre socio-économique de la cité. Ceci va donc faire monter les tensions au sein de la cité, entre Athènes notamment et les Macédoniens, et la mort d'Alexandre va finalement donner l'opportunité aux Grecs, et notamment à Athènes, de déclencher la fameuse guerre lamiaque. Conflit qui d'ailleurs, si on regarde, est toujours mené à l'extérieur en s'appuyant sur un réseau d'alliances et sur de forts contingents de mercenaires. Le conflit, contrairement aux attentes athéniennes, s'il démarre bien, on va dire, tourne rapidement en défaveur d'Athènes, et encore une fois, les Macédoniens reviennent menacer les frontières. Et cette fois, encore une fois, Athènes choisit de ne pas mener d'opération sur son territoire et d'envoyer directement, dès que Antipatros se présente aux portes de l'Attique en campant à la Cadmée, les Athéniens envoient une ambassade pour négocier avec Antipatros. Antipatros qui va accepter de négocier, mais avec des clauses beaucoup plus sévères que ce qui s'était passé sous Alexandre et Philippe. Il ne revient par exemple pas sur l'exigence de lui livrer les hommes politiques les plus hostiles à la Macédoine, pour priver Athènes de ses leaders les plus hostiles à l'hégémonie macédonienne. Et ensuite, surtout, il va provoquer une réforme politique qui va mettre à bas, rebattre les cartes, tous les efforts polyorcétiques de la cité menés depuis presque un siècle, puisqu'il va enlever Samos et Oropos, qui avaient été attribués à Athènes par Philippe après Chéronée, aux Athéniens. Et surtout, il va imposer une garnison macédonienne en mettant également en place un régime oligarchique qui est dirigé par Phocion. Il y a donc, si j'abrège un petit peu pour finir dans les temps, la reconduite d'une situation de siège larvé telle qu'on l'a trouvée déjà sous les 30, avec un régime oligarchique qui se maintient
qui se maintient face aux bannis qui sont assimilés à des ennemis extérieurs par l'imposition d'une force étrangère. Ce régime oligarchique, comme je viens de le dire, provoque aussi l'exclusion politique et le bannissement de milliers de citoyens qui sont réinstallés, sans succès d'ailleurs, par Antipatros en Thrace, ce qui reconduit finalement une situation de stasis et donc de siège. C'est un petit peu ce que Lycurgue présageait dans son Contre Léocrate en disant que c'est là la mort de la cité lorsque la cité est assiégée et que les citoyens en sont chassés. Que conclure finalement de cette polyurcétique athénienne et de cette stratégie défensive du IVe siècle avant Jésus-Christ? Serait-elle finalement un échec? C'est une impression effectivement d'échec de la politique athénienne que l'on peut avoir si l'on lit rapidement l'histoire d'Athènes entre 404 et 322 avant Jésus-Christ, puisque, comme je viens de le récapituler assez rapidement et peut-être imparfaitement, Athènes ne cesse de passer d'une défaite à l'autre, si on y réfléchit bien, et ce qui provoque au final son effacement au profit de la Macédoine. Mais ce serait là une analyse finalement très superficielle, puisqu'elle occulterait les changements profonds et les débats qu'Athènes a menés en interne sur sa défense, et qui finalement impactent toute son organisation militaire, ses équilibres socio-économiques et aussi sa politique diplomatique. Puisque je le rappelle, on peut aussi voir cette stratégie polyurcétique athénienne comme une réussite, puisque jusqu'à la guerre lamiaque, la politique athénienne d'équilibre stratégique et de projection de la défense en dehors du territoire est entièrement couronnée de succès. Durant 80 ans, il n'y a pas, ou peu, ou de façon très marginale, eu de ravage de l'Attique, et les activités guerrières ont été continuellement maintenues en dehors du territoire de la cité. C'est donc finalement que l'objectif a été rempli. Et, bien entendu, cette projection de la défense a varié en fonction des conjectures géopolitiques. Mais c'est aussi un succès parce que, puisque, quelles que soient les circonstances, Athènes a su s'adapter de manière constante pour parvenir à remplir cet objectif défensif qui a été fixé. Donc si je résume rapidement, c'est une impression d'échec, mais qui est en trompe-l'œil. Et d'autant plus en trompe-l'œil que j'arrête ici, pour les besoins du colloque, l'analyse en 322 avant Jésus-Christ. Mais la polyurcétique athénienne, la défense athénienne, ne s'arrête pas avec 322 et la guerre lamiaque, puisqu'elle porte finalement ses fruits à retardement, au-delà des gouvernements très éphémères, des gouvernements oligarchiques, celui très éphémère de Phocion, mais aussi celui de Démétrios de Phalère, puisque c'est un siège réussi, celui-là, par Démétrios Polyurcète, qui ne s'appelle pas encore Polyurcète à l'époque, qui va permettre de rétablir la démocratie lors d'un siège en 307 avant Jésus-Christ. Et surtout, c'est un nouveau siège qui va permettre à Athènes de revenir sur le devant de la scène politique, et un siège qui, lui, va être couronné de succès au cours de la guerre de 4 ans, lorsque Cassandre va mener un siège très compliqué et très rude face à la cité d'Athènes. Et donc, on peut finalement, je pense, conclure à la vitalité continue du système polyurcétique athénien qui se construit patiemment tout au long du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et je vous remercie pour votre attention, je m'excuse du dépassement, et je suis à vous pour toute question.